Je vais être franc avec vous, les dernières semaines ont été vraiment riches en expériences ludiques parce que c'est tenu non pas un, mais deux événements de jeux de société. Mais là, c'est le moment de faire mon retour sur le mois avec le segment Quoi de neuf? Bonjour et l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment Quoi de neuf du mois d'avril 2025. Alors avril 2025 a été un mois très riche en expériences, principalement à cause de la tenue de l'événement des Jab 2025. Alors qu'est-ce que c'est les Jab? Eh bien c'est un événement qui regroupe plus de 300 personnes qui se rejoignent donc du mercredi au dimanche et pendant 2 semaines de fil si on le désire. Donc pour un événement dans un endroit vraiment loin. Alors c'est une espèce de petite retraite, donc c'est un camp de vacances, une genre de colonie de vacances. Alors on arrive là, on dort sur place, on mange sur place et on joue à une tonne de jeux. Alors j'ai eu le plaisir une fois de plus de participer à cet événement-là, qui est un événement que j'apprécie énormément parce que ça me permet de décrocher. Donc je prends un petit peu de recul, j'arrive là-bas et on dort pas beaucoup et on finit par être très fatigué. Par contre, ça fait beaucoup de belles expériences et ça fait également une tonne de jeux auxquels j'ai pu jouer. Alors premièrement, je tiens à remercier toute l'équipe du Jab. Donc, c'est des gens qui travaillent fort année après année. Et là, c'est quoi? Je pense ça doit être presque, je pense qu'il approche de pratiquement 20 ans de Jab. Là. Donc, il y a eu tellement d'éditions. Pour ma part, ça fait 3 ou 4 ans que j'y vais et je dois dire que c'est vraiment génial comme endroit. Alors, je dirais que ce mois-ci, j'ai tellement d'expériences ludiques, tellement de jeux à vous parler que je ne ferai pas le tour. Désolé, je ne mettrai pas les petites banderoles pour chacun de mes jeux parce que je voulais vraiment vous parler d'une tonne de jeux possibles. Par contre, vous pouvez regarder, je vais quand même mettre les marqueurs de temps. Donc, si jamais il y a des jeux qui vous intéressent pour pouvoir retracer certaines expériences, ça va être génial de pouvoir le faire de cette façon-là. Alors, comme j'expliquais, les Jabs, c'est vraiment super. Beaucoup de jeux. Et là, au courant du mois, j'ai joué 56 parties de 32 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 19 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, on va commencer immédiatement toutes ces belles expériences-là en rafale. Je vais quand même prendre le temps de vous mettre des petites images en haut à votre gauche. Donc, je commence immédiatement avec Crafting de Cosmos. Alors, Crafting de Cosmos est un jeu absolument magnifique. J'ai publié sur la page Facebook et sur Instagram, je crois, des photos du jeu. C'est un jeu dans lequel on va créer l'univers et le cosmos. Tout ça est fait avec un petit jeu de puzzle et un espèce de petit concept de billes qu'on va placer pour retirer des ressources. On va construire un plateau et je dois dire que l'attrait principal du jeu vient du fait que le matériel est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment magnifique et c'est le fun, c'est un beau casse-tête à faire. Donc on va essayer d'orienter, de placer des étoiles qui se trouvent être des marqueurs qu'on va venir placer pour entourer des nébuleuses. Et là, les nébuleuses ont certaines ressources qu'elles vont avoir besoin, des étoiles de différents types. Ça fait en sorte que c'est un bon petit casse-tête, très intéressant. La boîte est un peu grosse, mais la boîte sert dans le jeu. Donc, on joue, on ouvre la boîte et là, il y a une espèce... à l'intérieur de la boîte, il y a un carré et ça se trouve que ça aide la mise en place vraiment énormément. J'ai joué 3 parties à venir jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup le jeu, bien entendu, la présence visuelle et la couverture est absolument magnifique. Donc, un beau jeu qui gagne à être connu. C'est pas un jeu incroyablement complexe. C'est un beau casse-tête. C'est certain que le prix va en conséquence, un peu cher, mais avec le matériel qu'il y a, je pense que c'est... pour ma part, j'apprécie beaucoup ce jeu-là. Un autre jeu que j'avais passé proche de backer sur Kickstarter qui s'appelle Chemical Overload. Alors, Chemical Overload est un deck builder dans lequel on va tenter de devoir concocter des potions. Alors, je dirais que le jeu est vraiment un deck builder assez traditionnel, du fait qu'on va avoir des cartes, on va aller acheter des cartes, donc des ressources, des ingrédients, pour pouvoir générer nos potions. On va devoir avoir des flasques qui vont servir pour pouvoir justement brasser toutes ces potions-là. Et de partie en partie, on va pouvoir utiliser différents setups de cartes. Donc, un peu comme Dominion, les cartes sont fixes, c'est pas une rivière de cartes. Et je dirais que je trouve que le jeu marche très bien. Le jeu est absolument magnifique. J'ai la version de luxe. Les pièces de métal sont vraiment superbes. C'est pas un jeu que je dirais qui se démarque énormément au point de vue mécanisme. Parce qu'on a déjà vu ça. La twist intéressante vient du fait que les potions, un coup on va les avoir faites, vont aller dans notre deck. Certaines potions vont aller directement sur la table. Donc ils viendront pas encombrer nécessairement notre deck. Souvent des potions de points de victoire qui vont servir comme ça. Donc contrairement à Dominion dans lequel on place nos provinces dans le deck et on finit par piger des cartes qui vont être moins utiles. Là, on a une espèce de jeu qui va se faire. On va pouvoir créer son petit moteur, créer son engine intéressant. Donc, je pense que c'est un
mécaniquement, c'est très traditionnel comme jeu, mais j'ai tout de même vraiment beaucoup apprécié le jeu. Bon, faut dire que j'aime les deck builders, donc c'est certain que ça aide quand même. Je continue avec un jeu qui, lui, est une nouveauté que j'ai eu l'occasion de jouer au Jab. C'est le jeu Eternal Decks. Alors, Eternal Deck est un jeu qui probablement une empreinte visuelle assez unique. C'est des dessins, là, vraiment, on a une espèce de look très unique. Je pense que je cherche le type d'illustration, mais c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont tenter de devoir travailler ensemble pour réussir à compléter des missions. Et là, il y a différentes missions. J'ai joué la mission de base 2 fois au courant du Jab. Et on joue avec des cartes. Donc, des cartes sont numérotées, il y a des couleurs. Il va y avoir différentes contraintes qu'on va devoir placer. On a des cartes de couleurs différentes. Et là, quand on va les placer dans différentes pistes, on peut placer le chiffre identique à la prochaine ou encore la couleur identique. Et là, plus on va débarrer des choses pour essayer d'aller chercher des points de victoire, des étoiles, on va avoir des esprits qui vont venir nous mettre des contraintes. Donc là, on ne peut plus jouer de cartes rouges, on ne peut plus jouer de 2. Donc on va devoir essayer de passer au travers ces contraintes-là en essayant de jouer nos cartes. Il y a un aspect coopératif intéressant du fait qu'on peut échanger nos cartes aussi avec des autres joueurs. Donc c'est important sans nécessairement parler de sa main, parce qu'on ne peut pas dire exactement qu'est-ce qu'on a de même. On va dire, hey, je vais avoir la misère, je ne pourrais pas jouer là-dessus. Y a quelqu'un qui peut m'aider? Donc on peut avoir un système on peut donner des cartes aux autres joueurs. Je trouve que c'est bien pensé. J'ai très hâte de voir ce que le jeu nous offre, parce que là, j'ai fait la première mission. Et je dois dire, je suis très curieux de voir qu'est-ce que le jeu nous offre. Il y a quand même un bon paquet de cartes, donc différents scénarios qu'on va pouvoir faire. Très curieux, très intéressant comme jeu. J'ai bien apprécié mes expériences. Ensuite de ça, j'ai joué au Jab à un jeu que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. C'est le jeu Nexus Ops. Alors, Nexus Ops en est maintenant à sa 3e édition. D'ailleurs, c'est un jeu que j'ai eu et que j'ai revendu. Je pense que c'est la 3e fois que je me procure ce jeu-là avec la nouvelle version de Renegade Games. Alors, Nexus Ops, c'est des aliens qui s'attaquent sur une espèce de plateau fait avec des hexagones. Donc, on brasse des dés, on attaque les joueurs. C'est un jeu de confrontation pure. Donc, le but, ça va être de faire des points de victoire. Et les points de victoire, on va les avoir en gagnant des combats. Et là, il va y avoir des cartes qui vont pouvoir venir altérer les valeurs de dés. Et on est des créatures, on est des aliens. On va générer des unités qui vont se déplacer. Et on va extraire du rubium, qui se trouve l'espèce de métal. Et avec ces ressources-là, on va pouvoir mettre plus d'unités, les envoyer au combat. C'est vraiment un jeu très pas chaotique. Je pense que c'est un jeu de confrontation pure et j'ai vraiment apprécié cette nouvelle mouture du jeu. Ça change pas grand-chose côté règles. Bon, le matériel est vraiment super. Les figurines sont une espèce translucides. Je pense que ça glow blacklight avec des lumières aussi. Ça a vraiment un beau look. Mais c'est vraiment un jeu de brassage de dés et d'attaque. Et je pense que quand on s'attend à ça dans le jeu offre peu de profondeur, je dirais, mais c'est un plaisir, des jeux de combat comme ça. On joue beaucoup à des jeux euros, des fois, un bon jeu à méritrage de temps en temps, ça fait la job, c'est le fun de brasser des dés, des fois d'être surpris, d'intervenir dans les combats des autres joueurs, ça amène des wow moments et c'est vraiment très typique comme jeu. Je continue avec un petit jeu qui, lui, ça faisait longtemps que j'avais pas joué, c'est le jeu Oh My Goods qui nous amène sa Big Box. La Big Box est grosse comme ça et haute comme ça. C'est une toute petite boîte qui, cependant, contient toutes les extensions du jeu Oh My Goods. Alors, Oh My Goods est un jeu du designer Alexander Pfister, un designer que beaucoup de gens apprécient énormément. Il a d'ailleurs fait des jeux comme Maracaibo, Great Western Trail, Port-Royal, pour moi, j'adore énormément Port-Royal. Il y avait aussi Expedition to New Dale qui reprenait beaucoup d'idées de Oh My Goods. Oh My Goods est un jeu de cartes dans lequel on va tenter de devoir faire un petit moteur en générant des ressources. Et c'est ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'on va se générer tout un engine. Et moi, aimant les engine builders, j'avais déjà joué au jeu original. J'avais fini par le vendre parce que, bon, j'avais joué quelques parties quand même. Mais là, je sais qu'il avait sorti une extension qui rajoute un espèce de petit mode campagne. Bon, un mode solo campagne, c'est pas nécessaire, mais ça rajoute des conditions. Donc, ça rajoute des cartes qui vont pouvoir servir de différentes conditions de victoire. Je pense que ce petit jeu-là est vraiment malin, mais c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment pouvoir anticiper son moteur, parce que dans le jeu, on va avoir des cartes, et il y a un petit élément de push here là qui va faire en sorte qu'on n'aura pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut. Il va y avoir une espèce de marché qui va servir, et là, on va tourner des cartes jusqu'à temps qu'on ait 2 petits soleils. Bon, il y a des cartes qui ont des petits icônes de soleil, et ça va nous donner un accès à beaucoup de ressources. Ces ressources-là vont servir pour pouvoir activer nos cartes qu'on a construites. Et on va pouvoir activer notre moteur et activer une carte pour convertir des ressources et utiliser des ressources pour générer. Donc, on a vraiment à créer un beau moteur, et à la fin de la partie, on va
va tout activer ça de manière à l'optimiser le plus possible. Donc, c'est de la gestion de cartes, c'est de la prise de risque. C'est vraiment, vraiment, il faut voir un peu à long terme avec ça. J'adore ce jeu-là. J'ai eu l'occasion d'y rejouer plusieurs parties. J'ai commencé la campagne aussi, que j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment un petit jeu bien malin. C'est certain que ça plaira pas à tout le monde. Le petit côté hasardeux du push your luck rajoute un petit élément intéressant, mais va peut-être refroidir les gens qui aiment avoir être plus structurés. Donc, ça se pourrait que on peut y aller en poussant notre chance, ou on peut y aller safe aussi, mais on n'aura pas nécessairement toujours qu'est-ce qu'on veut, et ça va peut-être amener des moments intéressants ou des tours qui vont être vraiment plates. Je continue avec Nova Era. Alors, Nova Era est un jeu que ça faisait longtemps que je regardais. J'avais hâte de l'essayer. C'est un tableau builder de civilisation, mais c'est un jeu avec une espèce de... C'est pas un jeu à grand déploiement, c'est pas une espèce d'énorme jeu de civilisation. On va construire un tableau avec différents éléments et ça se pourrait qu'il y ait avec de la gestion de dés et il y a des différents désastres qui vont arriver. Donc les dés qui ne servent pas vont faire descendre des pistes et lorsque la piste arrive au bout, il y a un désastre qui se produit. On doit détruire une carte d'une certaine sorte, sauf si on est protégé. Donc on a vraiment un tableau qu'on va construire de cartes. C'est vraiment, vraiment très typique. Gestion de ressources, construction de tableaux. Les tableaux vont nous permettre d'avoir des bonus, donc de créer un autre moteur. Vous me voyez encore aller avec mes Engine Builder. C'est justement le concept même du jeu. J'ai joué une partie à 2 joueurs. Je pense qu'à 4 joueurs, ça risque d'être peut-être un peu trop long. J'ai juste joué une partie. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. Est-ce qu'il se démarque énormément? Je pourrais pas dire. J'aime l'idée des désastres qui vont arriver, la gestion de dés, donc les dés qu'on va utiliser pour recruter des cartes. En plus des ressources qu'on va avoir, on doit utiliser les dés. On va avoir une sélection de dés qui va se faire, donc on ne pourra pas nécessairement tout le temps tout faire. J'ai bien aimé le jeu. Je devrais y rejouer. Je vais y rejouer. Je vais vous donner mon avis avec un peu plus de parties en arrière de la cravate. Là, ça a été une seule partie au jab qui s'est passé quand même relativement rapidement. J'ai trouvé ça intéressant, assez pour vouloir y rejouer tout de même. Je continue avec un jeu que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti, c'est le jeu Heat Pedal to the Metal. Alors Heat est un jeu de course de Formule 1 qui a pris beaucoup de gens par surprise. Le jeu est sorti, je pense, il y a peut-être 2 ans et vraiment, vraiment bien ficelé. C'est probablement mon jeu de course favori de tous les temps. Alors Heat a la faculté, c'est un deck builder dans lequel on va devoir tenter de générer, jouer des cartes et tenter d'aborder les virages avec le plus de précautions possible. Donc il ne faut pas arriver dans le fond Léon et d'arriver dans un virage parce qu'on va se planter. Donc on doit gérer notre vitesse et la vitesse à laquelle on va, c'est le nombre de cartes qu'on va être obligatoirement avoir besoin de jouer. Donc si jamais je suis en 4e vitesse, je suis obligé de jouer 4 cartes. C'est certain que si j'arrive à un virage qu'il faut que je prenne à très basse vitesse, ça va être difficile. Le jeu nous a offert des extensions. Donc il y a eu une première extension qui était sortie l'année dernière et là il y a Tunnel Vision qui vient de sortir une nouvelle extension qui rajoute des nouveaux véhicules, des nouvelles cartes, mais aussi des nouvelles pistes de course. Alors j'ai eu l'occasion de jouer dans la piste du Japon qui rajoute de l'eau. Donc lorsqu'on rétrograde, si on veut dans l'eau, on a ramassé du heat. D'ailleurs, c'est le nom du jeu. C'est des cartes qui viennent un peu alourdir notre deck et qui vont faire en sorte que si jamais on n'a plus de heat et on prend du heat, on va faire un tête à queue et notre moteur va tomber en rade et on va devoir recommencer. Donc c'est un très bon jeu. Ce que j'aime de ce jeu-là, puis là, je l'ai joué au jab, on était 4 joueurs, mais on peut rajouter les véhicules pour faire un grand prix. Et l'automa est tellement bien pensé. Tu vires une carte et tu gères tous les véhicules à même un automa. Bon, il triche un peu, il avance un peu de cette façon, mais ça fait des courses qui sont très enlevantes et ça permet que même si on est 2 joueurs, dire hey, ce serait le fun de jouer à un jeu de course. Ouais, un jeu de course, c'est plus fun à plusieurs, c'est le fun quand il y a de la tension avec les autres véhicules. Mais même si on joue à 2 joueurs, on peut rajouter cet automa-là qui est tellement facile à prendre en charge. On vire une carte et là, tous les véhicules vont bouger, qui sont les véhicules, les automas, si on veut, et ça fait en sorte que ça rajoute beaucoup de tension et ça donne vraiment l'impression d'une bonne course. C'est un excellent jeu que j'apprécie. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas joué. En y rejoignant, j'ai fait waouh, sérieusement, j'aime vraiment ce jeu-là. Et le fait que les nouvelles pistes vont rajouter des petits éléments comme ça ici, on peut également avoir des améliorations qui vont servir de créer une petite asymétrie. J'avais pas énormément joué avec ça, mais ça rajoute vraiment un beau petit quelque chose d'avoir une asymétrie entre les différents véhicules comme ça. On peut également faire des championnats. Donc le jeu est vraiment bien pensé. Même si vous n'êtes pas nécessairement fan de jeux de course, je crois que celui-là mérite votre attention, surtout si vous aimez les deck builders. Je continue avec un jeu qui est un back builder, celui-là, en fait un dice builder si on veut, c'est le jeu Cubitos. Alors j'avais joué à Cubitos il y a quelques années déjà, un petit look un peu mignon, très très
cubique, hein, d'où le titre. Mais dans ce jeu-là, on va devoir acheter des dés. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a plusieurs dés de différentes couleurs et chaque partie va être différente parce que le dé bleu, de base, fait rien, mais il y a des cartes qui vont venir changer de partie en partie. Donc, il y a, je pense, 4 ou 5 variétés et ça fait en sorte que, bon, pendant une partie, le dé bleu va servir pour une chose, dans une autre partie, le dé bleu va servir pour une autre affaire. Donc, dans Cubitos, on va devoir tenter de recruter des dés et on a un petit élément de push your luck parce qu'on va devoir brasser nos dés. Donc, tant que longtemps qu'on n'a pas 3 dés sur des faces qui sont occupées, donc des faces avec un icône ou un bonus, à ce moment-là, on va pouvoir rebrasser. Mais de la minute qu'on en a 3, chaque fois qu'on va brasser, si on brasse nos dés et ils sont tous des faces vides, parce qu'il y a énormément de faces vides dans ce jeu-là, eh bien, on buste et on perd un peu notre tour. Bon, on a une petite compensation qui est pas nécessairement extrême, mais c'est un petit push your luck, dice building un peu. Donc, c'est vraiment le fun, le fait de construire son moteur. Seul problème, c'est que j'y avais rejoué, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Puis en y rejoignant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de petits points de règles qui sont un peu fiddly. Donc, on avait souvent besoin de regarder dans le livre de règles. Hey, c'est quoi qu'ils veulent dire par ça? OK, c'est quoi cette règle-là? Et c'est des petites choses un peu, des petites nuances que les différents pouvoirs nous donnaient. Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus facile d'accès pour le rendre plus intéressant. Ça reste de la variété. Puis ça, je peux pas rien dire contre ça. Les dés auraient pu faire une seule chose, mais là, il y a 5 cartes différentes qui permettent de pouvoir varier beaucoup les pouvoirs. Mais on a eu beaucoup de questionnements à se poser. Je pense que si on rejoue quelques parties à ce moment-là, ça va peut-être mieux rentrer, mais la première partie, ça virait un peu carré. Cubitos, carré, hein? Je fais de l'humour maintenant. Alors non, je dirais que j'ai quand même bien apprécié. C'est un bon petit jeu, c'est intéressant, mais je pense que ça prend quelques parties de fil pour que le jeu devienne beaucoup plus fluide. Donc si jamais vous avez joué et vous trouvez que c'était so-so, peut-être bien de lui donner une autre chance. Je pense que c'est vraiment des petits questionnements comme ça ici de règles qu'il y avait. Je continue avec un jeu qui s'appelle Zenith. Alors Zenith est le nouveau jeu de la compagnie Playpunk qui est attendu par beaucoup. Alors Playpunk qui ont fait entre autres Captain Flip, je crois. Alors Zenith est un jeu avec une empreinte visuelle très très unique. Bon, moi c'est pas nécessairement le type de art que j'aime beaucoup, mais c'est un jeu de souk à la corde. Habituellement les jeux de souk à la corde, j'apprécie ça énormément. Et Zenith est un jeu qu'on peut jouer à 2 joueurs, mais on peut aussi jouer en équipe à 4 joueurs. Je pense que c'est là qu'on s'est tiré dans le pied. Alors, vous allez demander à la plupart des gens qui ont joué à Zenith, ils vont tous vous dire qu'ils ont apprécié leur expérience incroyablement. Moi, j'ai joué à Zenith à 4 joueurs, au jab, et Zenith est un jeu qui se veut être un jeu de peut-être 20 à 30 minutes. Notre partie a pratiquement duré 1h30. Donc, inutile de dire que ça n'a pas été mon expérience favorite. Je suis curieux d'y rejouer à 2 joueurs. Là, il y a une petite affaire de règles aussi qui n'avait pas été claire pendant la partie. Ça a allongé la partie et ça a fait en sorte que j'ai trouvé ça interminable et j'ai perdu l'intérêt. Rendu à la moitié de la partie, j'ai comme, ouais, c'est bien trop long pour ce que c'est. Donc, je dis pas que c'est un mauvais jeu. J'ai eu, par contre, une très mauvaise expérience. Et c'est rare que j'ai des mauvaises expériences. C'est rare que mon attitude est négative envers un jeu. Et laissez-moi vous dire que pendant cette partie-là, c'était très négatif de ma part. Donc, je peux reconnaître que le jeu a quand même son intérêt. D'ailleurs, je suis curieux de le réessayer à 2 joueurs avec une partie qui va être un temps raisonnable. Mais je pense que là, c'est vraiment la durée du jeu. J'ai eu des jeux de 2-3 heures qui m'ont paru beaucoup plus courts que celui-là. Donc, Zenith, ça a été une mauvaise expérience. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. C'est probablement juste cette occasion-là qui a fait en sorte que ça a été teinté. Mais que voulez-vous? Ça fait du bien des fois d'avoir une mauvaise expérience. Donc, je continue avec un petit jeu de puzzle qui est sorti qui s'appelle Festival. Alors, Festival est un jeu dans lequel on va prendre des tuiles, on va tenter de faire c'est un puzzle de positionnement spatial, comme on a vu 1 million de fois. C'est pas un type de jeu qui est incroyablement original, mais ça marche tout le temps. C'est le genre de petit jeu qui marche bien. On doit faire des agencements. Donc, dans Festival, on a des feux d'artifice qu'on va reprendre. Chaque joueur a une pile à gauche, une pile à droite. On peut prendre sur le dessus d'une des 2 piles et on va devoir tenter de les placer dans le tableau. Le but, c'est de réussir à faire des cartes d'objectifs qui vont allier certaines couleurs, certaines formes, certains objectifs comme ça ici. C'est du déjà vu, c'est vraiment rinse and repeat d'une tonne de jeux qu'on a vus, mais moi, j'aime toujours ça, ces jeux-là. C'est tout le temps des jeux que je trouve intéressants. Est-ce qu'il va être assez bon pour se démarquer à travers le temps, à travers le fait qu'on va jouer énormément de parties? Je pense que c'est assez limité comme type de jeu, mais ça reste un beau petit puzzle intéressant. Les parties que j'ai faites avec les gens, j'ai joué avec des gens qui étaient un peu moins gamers, des plus gamers. Je pense que c'est un petit jeu passe-partout qui marche très très bien. Une petite boîte, un petit puzzle, puis quand on aime ce type de jeu-là, je pense que oui, ça se démarque pas vraiment, mais ça fait toujours la job. Je continue avec un jeu qui, lui, m'a surpris, qui s'appelle Link City. Alors, au Jab, j'ai eu le plaisir de pouvoir jouer à une tonne de jeux, et des fois, ça fait du bien de sortir des petits jeux un peu plus légers. Link City est un jeu d'association d'idées. Et j'aime beaucoup ce type de jeu-là. Des jeux comme So Clover ou encore Just One, c'est tous des jeux que je trouve qui sortent bien, qui sont faciles à sortir. Donc, dans Link City, on est
des urbanistes et on va devoir tenter de construire une ville. Bon, OK. Ultimement, on a des bâtiments. Donc, on a un poste de police, on a une mairie, on a un centre d'escalade et les joueurs vont devoir tenter de positionner des nouveaux bâtiments. La question, c'est qu'on va devoir tenter de les positionner du mieux qu'on pense. Est-ce que je pense que le centre des services sociaux devrait être proche de la prison ou devrait être proche de la banque? Donc, on a vraiment des petits éléments comme ça va être où on va placer. Ça amène des fous rires vraiment drôles parce que le joueur qui est l'urbaniste doit sélectionner où il va placer les 4 bâtiments et les autres joueurs vont devoir regarder les petits cônes qui vont servir et les joueurs vont devoir regarder les bâtiments et se demander c'est où que l'urbaniste pense les avoir mis. Ça amène beaucoup de fou rire. C'est un jeu, c'est une belle activité, le fun. Je pense pas que ce soit un jeu, une expérience ludique hors du commun. Ça amène pas grand chose, mais c'est des associations d'idées. Puis c'est drôle d'entendre le cheminement des autres joueurs réfléchir à dire ouais, mais il doit placer cela parce que telle ou telle raison. Ah non, moi j'aurais mis cela. Ça amène des éléments intéressants et quand les joueurs réussissent à le faire, c'est vraiment super. Bon, il y a un système de points dans lequel on va compter les intersections de tuiles, les petits arbres qu'il va avoir, mais ça reste que j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai eu l'occasion d'y rejouer quelques fois par la suite. Je continue avec un autre jeu qui a été joué énormément au courant de mes week-ends, c'est le jeu Django. Alors Django est un jeu de cartes qui ressemble énormément à Odin ou encore même à Scout, mais en plus simple. Là, vous allez dire plus simple qu'Odin. Et oui, mais ça fait très bien la job. Alors, Django est un de mes jeux que j'ai joué le plus parce que, bon, les parties sont très, très rapides. C'est un jeu dans lequel on va tenter de devoir vider sa main. Donc, pour jouer, lorsqu'on joue, on joue à un simple, un double, un triple ou quoi que ce soit. Et l'autre joueur, après, doit réussir à jouer une carte qui va être de meilleure valeur ou plus de cartes. Donc, exemple, je joue un 7, l'autre joueur peut jouer un 8, l'autre joueur peut jouer un double 1, ensuite un quadruple 2, et on va continuer comme ça. La twist, c'est que quand on joue par-dessus le trick de quelqu'un d'autre et qu'on le bat, on peut choisir de prendre la carte et de la placer dans notre main. Oui, d'ailleurs, la main, on ne peut pas la mettre comme on veut. La main est fixée comme ça. Et lorsqu'on prend une carte, on va pouvoir la positionner parce que si on veut jouer un double, il faut absolument que les cartes soient adjacentes, un peu comme dans Scout. Alors, ça va faire en sorte qu'on va se craquer un jeu, essayer de réussir à avoir le meilleur jeu possible pour vider sa main. Très, très simpliste. Je pense que ça renouvelle pas la roue, mais je me vois jouer à ce jeu-là avec beaucoup de monde, avec des couples d'amis, un petit jeu passe-partout, un petit jeu de cartes bien, bien simple. Ça fait la job et c'est important d'en avoir de temps en temps. Je dois en jouer une douzaine de parties de jeu-là et ça marche vraiment, vraiment bien à chaque fois. Donc, oui, c'est très simple, c'est très rapide. Quelques minutes, une partie, ça va vraiment vite. Mais j'avoue que c'est le fun de la montée en puissance et le fait que quand on vide nos cartes, souvent ces jeux-là, quand on arrive à la fin de notre jeu, on peut pas, on fait juste piger. Mais là, en battant les tricks des autres, on peut choisir de prendre les cartes, puis de les récupérer, puis de les placer. Ça veut dire que oui, le double 2 de l'autre joueur, mais si j'avais déjà un 2 dans ma main, ben, je viens de me faire un triple 2. Ça veut dire qu'on va faire grossir des jeux comme ça, et ça amène des fois des joueurs qui vont jouer des quintuples et des sextuples, et c'est vraiment génial. Donc Django, une belle expérience de jeu, c'est vraiment un petit jeu passe-partout que je me vois jouer vraiment, vraiment souvent, malgré le fait que c'est terriblement simple. Je dirais qu'avec des gamers, je vais préférer le jeu Scout. Avec des non-gamers, je vais préférer Django. Mais c'est le genre de petit jeu qui marche toujours bien. Je continue avec une petite nouveauté qui s'appelle Toy Battle. Alors, Toy Battle est un jeu que j'ai très hâte d'avoir en ma possession. Je pense qu'il vient d'arriver en boutique tout récemment. Mais c'est un jeu à 2 joueurs dans lequel on va devoir tenter de placer des tuiles. Donc, les tuiles représentent des unités et on a des champs de bataille. Donc, c'est des petites figurines. Ben, pas des figurines, c'est des petites tuiles, c'est des jouets. C'est comme une espèce de petite bataille de petits bonhommes d'armée et on va avoir des plateaux. La twist intéressante, c'est qu'il y a 4 plateaux qui sont réversibles. Ça fait 8 champs de combat qui ont toutes leurs petites règles comme ça ici. Donc, quand on va placer une unité, on va pouvoir la placer sur le plateau et il faut toujours être relié avec notre HQ, notre quartier général. Donc, on va jouer des petites tuiles, on va essayer de battre les tuiles des autres joueurs. Des petites twists intéressantes, c'est vraiment génial. Le matériel est vraiment super, j'ai vraiment aimé ça. J'ai très hâte de l'essayer avec mon fils. Je pense que c'est le genre de jeu qui va vraiment résonner avec lui. Une durée très, très rapide. Écoute, ça prend 5 à 10 minutes pour une partie. Ça marche vraiment bien. Un bon petit feeling de jeu à deux joueurs, parce que c'est vraiment un jeu uniquement à 2 joueurs. J'avoue que j'ai bien apprécié. J'ai très hâte d'essayer les autres champs de bataille. Ça a vraiment été une belle surprise pour moi. J'avais très peu d'attentes envers ce jeu-là. Le matériel est super bien fait et j'avoue que c'est vraiment, vraiment agréable. Je continue à ma liste de jeux. Ça fait beaucoup de jeux, hein, mais je continue quand même avec Spectacular. Alors, Spectacular est un jeu que mon collègue JP, je pense, il a parlé sur la chaîne. C'est un jeu de positionnement de dés dans lequel on va tenter de positionner en fait des tuiles et des dés pour créer son parc, son zoo. C'est un jeu de draft dans lequel tous les joueurs vont jouer de manière simultanée. Donc, peu importe le nombre de joueurs, ça se trouve être aussi rapide. On a joué, je pense, une partie à
à 4 ou 5 joueurs et ça allait super bien parce que lorsque c'est le tour des joueurs, on a un plateau, on doit placer un dé et une tuile ou une tuile. Donc on a notre plateau personnel, on a le plateau qui amovible et on va les placer, on va tenter de devoir faire des positionnements. Encore là, c'est un autre énième puzzle de positionnement spatial, cette fois-ci avec des dés, on va avoir des tuiles, on va tenter de faire la collection de différents animaux, on va avoir des choses à faire, donc faire des zones, réussir à rejoindre des petits icônes. Donc c'est vraiment un autre petit puzzle. J'aime toujours ça, ces jeux-là. Ça marche très très bien. J'ai vraiment apprécié mon expérience. C'était une partie le fun. Comme je dis, un autre petit puzzle. Si on aime ce type de jeu-là, je pense que oui, ça ressemble tout un peu. Ils ont toutes des petites différences, mais ça fait toujours la job. Je continue avec un jeu que j'avais dans ma collection déjà, puis j'avais pas encore eu l'occasion de l'essayer. C'est le jeu Star Wars The Deck Building The Clone Wars. Alors, Star Wars Deck Building a sorti une version duel, une espèce de Star Realm Star Wars qui avait une petite twist intéressante. Le fait que les cartes dans le marché central, il y a des cartes qui sont pour une faction ou pour l'autre, et dans le marché central, en plus des cartes neutres, exemple, je peux pas recruter une carte. Si je joue les rebelles, je ne peux pas recruter une carte de l'Empire. Par contre, je peux l'attaquer pour la retirer du marché et recevoir un bonus. Donc, on ne peut pas recruter nécessairement toutes les cartes. Donc, on a des cartes qui sont à nous, des cartes qui sont à l'autre, des cartes qui sont neutres. Mais la twist qui fait en sorte des combats comme ça est vraiment bien pensée. On a plusieurs petits éléments. On a la force qu'on va pouvoir tirer d'un de nos côtés ou de l'autre. Ça reste un deck builder très traditionnel. On a des bases à affronter. Il faut réussir à vaincre 3 bases de l'autre joueur. Mais ça marche très très bien. Et il y avait eu la version originale et là il est sorti la version Clone Wars. Alors c'est une autre version standalone, donc ce n'est pas une extension et on ne peut pas strictement mélanger les deux jeux. C'est parce que le jeu nous offre des factions. Donc on avait l'Empire contre les rebelles. Là, on a droit à la République galactique contre les séparatistes. Et donc, si jamais on veut, on a une manière de faire des permutations pour pouvoir faire ça, sauf qu'on peut pas juste mélanger, faire un slam des deux decks, parce que c'est des factions. Je pense qu'il y a un mode par équipe qui est rajouté. Bon, c'est certain que si vous aimez Star Wars, ça risque de tomber dans vos cordes, parce que c'est un bon petit deck builder de Star Wars. Par contre, si vous aimez pas Star Wars, ça risque d'être peut-être un pass pour vous. Il y a beaucoup de deck builders qui font sensiblement la même chose, que ce soit Star Realm, Hero Realm, ou encore Shards of Infinity, qui est un petit deck builder vraiment génial, qui gagne à être connu. Mais je pense que l'univers de Star Wars va vraiment vous faire plaisir si vous aimez la franchise. Je continue avec un petit jeu de pli, un jeu de levée qui s'appelle Tournai. Tournai est un jeu obscur qu'il y avait dans la salle à Pierre. Alors, Pierre Poisson est un érudit ludique ici au Québec. Et à chaque fois qu'il y a le jab, il y a la cabane à Zendar qu'on appelle donc une pièce remplie de jeux qui viennent de partout dans le monde. Des jeux obscurs, des jeux peu connus, des jeux bizarres, des jeux drôles, des jeux de toutes sortes. Et c'est vraiment le fun de faire des belles découvertes. Tournai est un jeu de levée dans lequel on doit tenter de réussir à faire des levées, mais de déterminer quelle sera notre position. Chacune des cartes est une sorte, donc il y a 4 sortes différentes. Et, exemple, la sorte la plus forte, il y a le 1 décrit dessus, donc il y arrivé premier, 2 et 3 et 4. Et lorsqu'on va jouer, on va toujours jouer une carte et le positionnement qu'on pense avoir. Donc, on a une espèce de twist qu'il faut gérer nos cartes de deux façons, de trouver notre pli et aussi de trouver la position dans laquelle on va être selon ce qu'on a, mais on n'a pas toujours le choix. Un jeu de pli intéressant, je me garocherai pas pour pouvoir aller le chercher. Par contre, c'est une belle twist sur le concept des jeux de pli qui est il y en a beaucoup, là. Je pense que c'est un jeu, je sais pas si c'est un jeu japonais, mais c'est un jeu obscur en tout cas. J'ai bien aimé mon expérience. Je pense pas que je vais l'importer à tout prix, mais ça restait intéressant comme concept, le fait de déterminer une position, un peu comme dans Wizard, dans lequel on doit déterminer combien de levées on va faire. Là, c'était vraiment de déterminer quelle sera notre position par rapport aux autres joueurs. Je continue avec un jeu vraiment out of nowhere. J'étais chez une amie, on jouait à des jeux, et à un moment donné, j'ai vu ça dans sa collection. Tiens, le jeu Tetris. Alors, Tetris est un jeu du designer Phil Walker Harding. Phil Walker Harding est un designer que j'apprécie beaucoup, qui a fait énormément de bons jeux. C'est le genre de gars qui fait toujours des jeux intéressants, jamais des jeux exceptionnels. Il a fait entre autres Baron Park, il a fait Gizmos, que j'ai vraiment beaucoup aimé, Lama Land, il y a aussi, je pense, il a fait Imhotep, un excellent jeu aussi. Donc, il y a beaucoup de jeux qu'il a fait, et souvent, c'est des petits puzzles intéressants. Et là, Tetris, j'étais curieux. On a une espèce de petite
petite affaire de plexi et on doit glisser des polyomino fidèles à Tetris. C'est gimmick, mais j'ai vu ce jeu-là et c'est pas un jeu qui est disponible à grande échelle en boutique ici. Je pense que mon ami l'avait pris quand il était allé aux États-Unis. Ça reste intéressant parce que, bon, ça reste Tetris. On se le cachera pas. C'est très cool de voir ça. Très limité comme jeu, mais j'ai trouvé ça le fun quand même. Je continue avec Stone Spine Architects. Alors, Stone Spine est un jeu dans l'univers de Roleplayer. Bon, l'univers, je dis ça, c'est une espèce de generic fantasy, mais ça reste quand même intéressant. Et là, on prend la tête, on est des minotaures architectes. Juste là, le thème est réussi à m'avoir. Alors, il va falloir réussir à construire un donjon. Donc, c'est un jeu de draft de cartes dans lequel on va tenter de drafter des cartes et de placer différents éléments dessus. Que ce soit des pièges, que ce soit des monstres. Et on va devoir avoir certaines contraintes. Donc, on a des limitations, essayer de réussir à faire un chemin aussi avec les différentes cases, réunir certains ennemis, donc certaines cartes qui vont nous permettre de pouvoir bonifier notre plateau. Donc, c'est vraiment un petit labyrinthe qu'on va se créer comme ça avec des cartes. C'est pas obligé de fitter, mais on a un avantage d'avoir le plus de cases qui peuvent aller à l'entrée ou à la sortie. Ça reste un bon jeu de draft avec un thème de fantasy. J'ai vraiment aimé le matériel, est vraiment super beau. Un bon petit jeu, très intéressant. J'ai ensuite joué à For a Crown. Alors, For a Crown a eu beaucoup de buzz au courant de l'année dernière, je crois, ou au début de l'année. C'est un petit jeu très, très accessible dans lequel chaque joueur va avoir sa petite boîte avec des rubis et va regarder de manière un peu louche les autres parce que le but, c'est de réussir à avoir le plus de rubis, mais on va faire plein de choses, on va pouvoir en avoir, mais on pourra également en faire défausser aux autres joueurs. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il va y avoir une phase de recrutement dans laquelle les joueurs ont des sleeves avec leur couleur, et lorsqu'ils vont recruter une carte en payant de l'or, ils vont pouvoir aller chercher une carte et la placer dans un sleeve. Ensuite de ça, toutes les cartes vont être placées dans un deck central. Là, on va brasser toutes ces cartes-là, en plus de certaines cartes neutres qui vont être là, et on va tourner une carte. Et là, c'est le joueur à qui appartient la carte qui va faire l'action. Donc, de récolter quelque chose, d'aller brasser un dé, de donner des jetons de raton qui vont faire en sorte que quand il va y avoir une contrainte, à un moment donné, le joueur qui a le plus de jetons de raton va perdre des rubis. Donc, on essaie de cochonner un peu les autres joueurs. Le matériel est très, très beau. C'est vraiment super. Les petits joueurs ont chacun leur petite boîte dans laquelle mettre leurs affaires. C'est un jeu qui est facile à sortir avec un peu n'importe qui, un petit peu de take that, mais ça reste très sympathique. J'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Ensuite de ça, je continue avec le jeu Marabunta. Alors, Marabunta est un petit jeu à 2 joueurs, un espèce de role, un jeu dans lequel on va écrire. On va avoir c'est un roll and write dans lequel on va brasser les dés et on a une espèce c'est un espèce de jeu de contrôle de territoire à 2 joueurs. On va mettre des valeurs de dés dans les différentes cases. Le but, c'est de réussir à aller chercher différents bonus. On va essayer d'avoir des contrôles pour avoir des différentes zones et on va pouvoir essayer de faire en sorte que certaines zones vont être plus payantes. Donc, en mettant des petits marqueurs, on va pouvoir bonifier une zone. Donc, si jamais on est majoritaire dans cette zone-là, on va avoir plus de bonus. Ça marche très, très bien. C'est vraiment le fun comme petit jeu. C'est facile à sortir. C'est pas trop complexe. Ça se joue bien. L'idée est bonne. C'est bien pensé quand même. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je continue avec Flip 7 parce que Flip 7, c'est the greatest card game of all time, le plus grand jeu de cartes de tous les temps. Alors oui, Flip 7, j'en parle souvent. J'ai même fait une vidéo récemment, Économiser pour jouer, qui vous parlait d'une espèce de concours qu'on a fait. Et là, un concours, une promotion. D'ailleurs, si jamais vous avez le temps, vous avez l'occasion de le faire, je vous invite d'aller voir sur la page de notre boutique partenaire Infini Jeux. Vous mettez Flip 7 dans votre panier et vous mettez le code Flip 7 et vous allez avoir 10% de rabais sur tout votre panier. Donc Flip 7, même si vous avez déjà une copie ou même si c'est le genre de jeu qui vous intéresse un peu moins, ça fait un très beau cadeau. C'est un petit jeu facile à sortir, un jeu de push your luck, tellement simple, qui marche tellement bien. Je le joue avec des grands groupes de joueurs. C'est vraiment le fun. Je m'amuse beaucoup à l'animer. C'est un jeu de fin de soirée dans lequel on a eu beaucoup de plaisir. On s'est ramassé une douzaine autour de la table et on a joué à Flip 7. C'est vraiment, vraiment super. Je pense que j'en parle à chacune de mes vidéos. Flip 7, vraiment un jeu super. Ça avance, ma liste. Je sais que ça fait beaucoup de jeux, ça fait beaucoup de choses à dire, mais j'avais tellement d'expérience à vous partager. Le prochain jeu, c'est un jeu que j'ai gagné au Jab. J'ai rarement l'occasion, j'ai la chance d'avoir beaucoup de jeux avec la chaîne, mais au Jab, j'y vais en civil, si on veut, et j'ai gagné un jeu. Donc, il y a beaucoup de gens qui repartent avec des prix, et j'ai gagné le jeu Pingouin. Alors, lorsque j'ai vu le jeu Pingouin, j'étais pas trop sûr. Je me suis dit, Pingouin, c'est quoi ça? Next Move Game, OK? Et quand j'ai retourné la boîte, j'ai regardé,
Hey, c'est la nouvelle version de Hey, That's My Fish. Hey, That's My Fish est un jeu que j'ai joué énormément, une petite boîte avant, mais le problème c'est que c'était tellement long à mettre en place, tandis que là, ils ont rajouté une belle grosse boîte avec une base. Donc on met des tuiles, et là il y a un plateau pour mettre ces tuiles-là, ça vient vraiment faciliter la mise en place, c'est génial. Donc Hey, That's My Fish est un jeu de cochonnage pur et dur, donc le but c'est de réussir à faire en sorte que nos petits pingouins mangent des poissons. Donc on a un plateau fait de plusieurs hexagones, et lorsque c'est notre tour, on prend un pingouin et on le glisse jusqu'à où on veut. Et on va s'arrêter là et on va manger la tuile sur laquelle on était. Ça va faire en sorte qu'on va déplacer nos pingouins et on va créer des trous un peu partout. Le but, c'est de réussir à jammer les adversaires dans le coin pour pouvoir récolter le plus de poissons. C'est un jeu que j'avais beaucoup joué avec mes enfants et je l'ai ressorti. Je dois avouer que le petit plateau, la base de plateau vient aider la mise en place. C'est vraiment, vraiment génial. C'est un petit jeu très facile à sortir. Je l'ai joué beaucoup. J'adore ce jeu-là. C'est vraiment, vraiment... Mais c'est un jeu méchant. On se le cachera pas. Le but, c'est vraiment de pogner les autres dans le coin. Ça marche vraiment bien. C'est un jeu qui est pas du tout récent. C'est très, très vieux comme jeu. Mais je dois dire que cette nouvelle édition-là, avec des beaux petits pingouins en plastique, est vraiment, vraiment magnifique. Donc, Hey, That's My Fish. Une belle surprise imprévue que je suis très content d'avoir gagné. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Cat or Cat. Un petit jeu un peu louche que je n'étais pas trop sûr. C'est un jeu dans lequel on va tenter de devoir... C'est un push your luck. Et donc, la twist, c'est qu'on a des cartes. Et sur le dos de la carte, il y a des chats. Donc, il y a des chats qui sont principaux et des chats qui sont autour. Donc, la carte a la possibilité d'être un 2 ou un 5, un 3 ou un 4. Donc, il y a une espèce de twist comme ça qui va se faire. Et on va tenter de devoir pousser pour pouvoir atteindre un chiffre. Très hasardeux. Oui, la petite twist des chats est intéressante. C'est beau, c'est correct. Une petite twist à gauche puis à droite. C'est un jeu uniquement à 2 joueurs. Je pense qu'on aurait probablement pu faire le même concept mais avec plus de monde. Le fait que ce soit à 2 joueurs, ça vient limiter un peu parce que les jeux de Push Your Luck, c'est le fun quand on est de beaucoup de monde. Ça amène l'attention, ça amène des wow moments, un peu comme dans Flip 7, dans lequel que tout le monde est investi dans la partie. Et là, tu vas-y aller? Ah oui. Là, c'est comme on fait nos affaires, on essaye ça. L'idée de la carte variable est intéressante, mais pas assez pour être exceptionnelle. Je pense que ça a été un jeu assez oubliable. Hey! J'arrive maintenant à mon top 3 parce que oui, malgré le fait que j'ai une tonne d'expérience, j'ai quand même mon top 3 de mes expériences favorites du mois. Donc, je commence avec, en troisième position, le jeu Battle of Hoth. Oui, Days of Wonder va sortir, une nouvelle édition de Mémoire 44 avec un thème de Star Wars. Ah oui, bon, vous le savez déjà, j'adore Star Wars, donc j'ai eu l'occasion, le privilège, la chance de pouvoir jouer à une copie. Là, le jeu n'est pas encore sorti, j'étais avec mon ami Martin Labbé de C'est à ton tour, qui agit comme photographe pour le jeu. Donc, il y avait une copie du jeu et je me suis clairement fait dire que je ne pouvais pas photographier le jeu. Donc, je n'étais pas autorisé, donc malheureusement, vous n'allez pas avoir d'image. Par contre, j'ai le droit de mettre ma face avec la couverture de la boîte que vous allez voir ici. Ça, c'est un gars heureux d'avoir ce jeu-là. Donc, si jamais vous avez joué à Mémoire 44, et là, je connaissais l'idée de Mémoire 44, j'avais jamais vraiment joué. J'avais joué à Battlelord dans le passé, mais c'est vraiment un jeu de guerre asymétrique à 2 joueurs. Bon, il y a un mode 4 joueurs, mais... c'est vraiment très, très pasted on. Ça reste un jeu à 2 joueurs dans lequel il va y avoir des scénarios. Donc, il y a plusieurs scénarios dans la boîte. Il y a même un petit mode campagne. Donc, c'est un jeu de gestion de cartes dans lequel on va avoir des armées. On va avoir différentes conditions, différentes contraintes. Et on va devoir jouer des cartes pour pouvoir activer des armées sur le plateau. Les armées vont se déplacer. Il va y avoir des dés. Donc, si jamais vous avez joué à Mémoire 44, dites-vous que c'est pratiquement le même concept avec Star Wars. Mais c'est certain que quand le jeu va sortir, je vais me garrocher pour aller chercher ça parce que, d'un, je n'ai pas Mémoire 44 et de deux, j'ai vraiment apprécié. Bon, ça reste un jeu très simple. C'est un jeu accessible. Donc, c'est pas un grand jeu de guerre dans lequel on va faire des stratégies complexes et qu'on va jouer longtemps. Non, ça joue très, très rapidement, mais ça marche bien. Ça marche vraiment, vraiment bien. J'ai eu l'occasion d'essayer 2 scénarios différents. Ça amène des twists. Bon, ben, c'est certain qu'il n'y a pas une tonne d'unités différentes. Donc, chacune des factions, je pense, 3 ou 4 unités différentes. Donc, on a des soldats, on a des speeders, exemple. L'Empire a des AT-AT qui sont vraiment super. Mais c'est limité du niveau d'unité, mais c'est toujours ça. Hein. On a toujours l'espèce d'accessibilité contre la rejouabilité et il y a matière à pouvoir faire une tonne d'extensions. La preuve, Mémoire 44 a tellement eu d'extensions, je pense qu'ils ont le moyen de pouvoir étirer la sauce avec ça. Et tant mieux, parce que le thème de Star Wars va peut-être amener une nouvelle clientèle, une nouvelle
des nouveaux types de joueurs et même peut-être amener des gens qui sont un peu moins gamers parce que le jeu est accessible. C'est pas complexe. Là, on a vraiment les petits twists à comprendre, mais un coup on a compris comment ça fonctionnait, ça joue très très bien. Et le fait d'avoir différents scénarios, ça vient trouver ça le fun. Et oui, il y a peut-être des scénarios qu'on trouve débalancés d'un bord ou de l'autre, mais le truc à Mémoire 44 ou à Battle of Hoth, c'est qu'on joue à un scénario et après ça, on flippe ça et on fait le même scénario en changeant de faction. Parce que oui, des fois, il y a des scénarios qui semblent ben j'ai l'impression que l'Empire est tellement fort ou c'est tellement difficile pour les rebelles, mais jouez-les des deux côtés. Je peux pas prétendre que c'est balancé ou pas parce que j'ai pas assez joué, mais c'est la bonne façon d'approcher ce genre de jeu-là. Et oui, c'est accessible, ça fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et c'est Days of Wonder. Days of Wonder, habituellement, a tendance à faire des beaux jeux avec une belle qualité de production. On a encore le droit ici à des magnifiques figurines que je ne peux pas vous montrer, mais j'ai vraiment apprécié jouer à ce jeu-là. Je continue maintenant en numéro 2. C'est le jeu The Gang. The Gang, c'est un jeu de poker Texas Hold'em coopératif. Ouais, c'est weird un peu, mais le concept marche tellement bien. Là, je tiens à dire que The Gang, je l'ai joué avec des gens qui ça n'a pas marché pas en tout, mais la plupart des gens avec qui j'ai joué, ça a été un hit et on a fini par jouer partie après partie après partie. Donc The Gang, c'est un jeu dans lequel on doit faire une partie de Texas Hold'em, mais on va devoir tenter de replacer les mains en ordre de force. Ça veut dire que si j'ai une carte basse, l'autre joueur a une paire, une meilleure paire, une suite, etc. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a des petits jetons. Là, les petits jetons vont servir parce qu'on peut pas dire qu'est-ce qu'on a dans nos mains. Je peux pas dire j'ai un 2 et un 3. Non, ce serait beaucoup trop facile. C'est un peu comme de Mind. On a une espèce de petit côté genre Donc là, ça va être avec des jetons. Donc lorsqu'on a la main de départ, on va avoir des jetons blancs. Et le joueur qui pense avoir la meilleure main va aller chercher le jeton avec la meilleure force. Par contre, si on pense avoir une meilleure main que l'autre joueur, on peut aller voler le jeton. Donc ça va être la première droit de parole. Ensuite de ça, on va avoir le flop. Donc on va avoir 3 cartes. Et là, notre jeu va changer. Est-ce que notre jeu s'est amélioré? Un autre set de jetons. Donc, si jamais j'avais pris le jeton 1 au départ, j'avais pas trop de mains. Mais là, avec le flop, là, je suis rendu avec une paire ou deux. Je vais aller chercher un jeton plus haut. Je vais mentionner aux autres joueurs sans leur dire que mon jeu s'est amélioré. Donc, on a une espèce de twist comme ça qui se fait. Le jeu se joue de 3 à 6 joueurs. Je dois dire que 3 et 4 joueurs, eux, comprennent la twist, c'est assez facile. Par contre, quand on est à 5, et encore pire, à 6, wow, ça amène un bon challenge. Ceci dit, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise avec ça. Ça prend une couple de parties des fois pour bien se rôder. Si on joue avec des gens qui sont des véritables joueurs de poker, ça risque d'être plus difficile parce que les autres ont l'habitude d'y aller, de payer pour du risque, tandis que là, il faut payer, faut mentionner qu'on a du jeu. Seulement si on a du jeu, si on a une quasi straight ou une presque flush, ça compte pas, ça marche pas. Donc, c'est un jeu riche en émotions. J'apprécie énormément ce jeu-là. J'ai joué beaucoup, mais beaucoup à The Gang et j'aime tellement ce jeu-là, c'est tellement bien pensé, tellement un beau concept. Je pense que ça gagne à être reconnu. Et mon numéro 1 de toutes ces expériences ludiques-là, dans la salle à pierre, je vous avais dit qu'il y avait des jeux qui venaient d'un peu partout. J'ai eu la chance de jouer je dirais pas en avant-première parce que nos amis européens l'ont déjà, le jeu, mais il n'est pas encore en Amérique du Nord. C'est le jeu Galileo Galilei. Galileo Galilei est un jeu de l'auteur Tomasz Olek qui a produit un petit jeu du nom de SETI, qui a été un de mes jeux préférés de 2024, ou possiblement mon jeu préféré de 2024. Bref, j'adore SETI, et le designer avait sorti Galileo Galilei, qui est techniquement sorti en 2024, mais on ne l'a pas reçu encore ici. Cependant, la compagnie Capstone Games a annoncé qu'elle allait importer le jeu, donc il va être éventuellement disponible au courant des prochains mois en Amérique du Nord. J'ai réussi à avoir une copie du jeu parce que j'avais tellement hâte d'y jouer et j'ai joué une partie au Jab. J'ai vraiment aimé ça. C'est un thème de Galilée, donc on a une espèce de thème de gestion de dés, d'astronomie. Donc avec les dés, on va gérer, on a un télescope, on va aller voir des constellations, on va aller recruter des cartes, un petit concept de gestion d'action qui est vraiment bien fait. Donc lorsque c'est notre tour, on a un télescope avec différentes actions et on va pouvoir l'avancer jusqu'à un certain nombre de cases et faire une action. Donc, on va prendre l'action, on va la retourner en travers de la ligne et on va faire monter la ligne comme ça. C'est un jeu très, très solitaire, donc il y a très peu d'interaction avec les autres joueurs, mais moi, c'est vraiment mon genre de jeu. J'avais tellement hâte. Le jeu était sur ma watchlist depuis l'année passée. Je suivais le projet, je voyais toutes les nouveautés. J'avais très, très hâte de voir ce jeu-là et quand je l'ai vu, wow, ça me prend vraiment ce jeu-là. Donc, c'est probablement pas pour tout le monde.
Moi, j'aime vraiment ça. J'ai eu l'occasion de le rejouer en solitaire. J'ai joué 4 parties en solitaire après ça. Ici, je pense que je vais vous présenter sur la chaîne. Donc, Galileo Galilei, un jeu de Tomáš Holek qui tombe dans mes cordes. Ça tombe directement dans mes cordes. Sélection d'action, gestion de ressources avec les dés. On doit essayer de réussir à aller chercher. On a un petit côté de tableau qu'on va monter. On a une bibliothèque avec des livres qui vont monter. On va ajouter des cartes et on va déplacer des petits marqueurs et on va pouvoir combiner des actions, comboter des actions comme ça. Donc, en faisant ça, j'ai réussi à faire une action qui me donne une autre action qui fait ça. Donc, un petit concept que j'aime beaucoup et c'est ce que j'aime habituellement dans le jeu de société. Un engine builder qui m'offre des belles décisions de combo comme ça ici. Il y a des tours qui peuvent être tellement satisfaisants et c'est ça que j'aime. Quand je réussis à faire un tour qui est vraiment, vraiment fonctionnel, que j'ai réussi à faire plein de choses qui vont s'imbriquer les unes des autres, wow, un gros feeling que j'apprécie beaucoup. Mais là, ça fait le tour de ma vidéo. J'ai parlé énormément de jeux, donc je m'excuse encore de ne pas avoir mis toutes les petites bandes. Ça faisait beaucoup de jeux différents à parler et beaucoup de jeux aussi que je ne vais pas nécessairement avoir l'occasion de rejouer. Donc, mais je voulais quand même prendre le temps de pouvoir vous partager toutes ces belles expériences-là parce que j'aime énormément ça, d'avoir la chance, d'avoir le privilège de jouer à une tonne de jeux comme ça. Et des événements comme le Jab, ça fait en sorte que j'ai l'occasion de revoir aussi un peu la communauté parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de faire partie de cette belle communauté ludique-là. Et quand on fait des événements comme ça, souvent c'est pratiquement le même monde qu'on voit d'événement en événement et ça devient rapidement des amis, ça devient des gens. J'ai eu l'occasion de partager des parties avec tellement de monde différents et c'est ça que j'aime, le fait qu'on est une belle communauté. Dans l'industrie du jeu, c'est ce que je trouve vraiment génial, c'est ça, c'est qu'on a développé des liens avec différentes personnes et on voit ces gens-là aux conventions et c'est comme c'est des amis qui habitent loin, mais on se voit pas souvent, mais quand on est là, on est tous là pour partager la même passion et c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup de ces événements-là. Quand je m'en vais à des places comme ça, comme le Jab ou le Game Over, que je vais vous parler dans quelques jours, là, parce que ça faisait déjà assez de jeux, assez de choses à vous parler, mais c'est cette espèce de camaraderie-là qu'on a avec les joueurs. Je trouve ça tellement le fun d'arriver là, de jaser à plein de monde. On a dans la cafétéria du Jab, c'est tellement le fun. On s'installe, on discute de paquets d'affaires, c'est tellement intéressant. Plein de gens de l'industrie, des gens, des joueurs, des amis, des gens que je vois pas souvent, mais quand on se regroupe là, c'est vraiment une belle communauté. On a eu l'occasion aussi d'avoir un petit moment très intéressant d'ailleurs au Jab. Ils ont fait ce qu'ils appellent le Jab-B-Q, une espèce de gros barbecue. Donc le samedi à 10h le soir, on sort, on est dehors et on mange des hot dogs, on mange des hamburgers. Il y a un feu d'artifice, c'était vraiment, vraiment magnifique. On passe du bon temps avec des gens et d'ailleurs je tiens à remercier tout le monde avec qui j'ai pu partager une partie, une conversation, un rire, n'importe quoi. Je trouve ça tellement le fun de pouvoir partager ça avec une tonne de monde et c'est ce qui fait en sorte que j'aime tellement ça, ce type d'événement-là, de se retrouver et de passer un bon moment autour d'un hobby qu'on aime beaucoup. Donc, ça fait maintenant le tour de ma vidéo. Maintenant, si jamais il y a des jeux qui vous intéressent, que vous voulez en entendre un peu plus parler, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir si vous avez joué à un des 25 jeux que je vous ai parlé. Jamais je croirais que vous n'avez pas joué à quelques-uns de ceux-là. Je suis très curieux de connaître votre avis. Alors, si jamais vous aimez la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. On approche du 20 000 abonnés. Waouh, 20 000, un beau gros chiffron. C'est vraiment incroyable de voir ça, de voir le support qu'on a de la communauté. C'est motivant, c'est le fun, c'est tellement agréable de pouvoir voir que on fait partie de vos paysages ludiques et qu'on va être là encore pendant très longtemps. Donc, c'était Sylvain, avec pas mal moins de voix qu'au début. Pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine! Esteban Zia, Saúl y Citidor.